Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de correction de sujet de bac, cette fois-ci sujet de 2023 centre étranger numéro 2. C'est de nouveau un sujet de SI, donc c'est une épreuve où il y a 2 exercices de physique. La partie pareil, on va essayer de refaire un petit peu le point par rapport à l'aspect physique. Il se trouve que la partie SI, la partie physique que voient les élèves de SI, n'est pas tout à fait la même que la partie spé physique. Vous n'avez pas tout ce qui est gaz parfait dans la partie SI, donc évidemment là dans ce sujet-là il n'y aura pas tout ce qui est gaz parfait. Par contre le principe sur l'équation différentielle avec la loi de Newton, ça y est, et d'ailleurs le sujet a priori part là-dessus. Donc ça vous intéressera aussi si vous êtes vous-même en spé physique, sauf que, encore une fois, retenez bien, il n'y a pas de toute la partie sur les gaz rares, sur les gaz parfaits, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans cet exercice? Donc pareil, il faudrait que ça prenne à peu près une demi-heure, hein, ça vous montrerait que c'est faisable évidemment déjà de 1, et de 2 que vous, avec un peu de stress, voilà, 28-27 minutes, ça serait bien de faire ce genre de choses-là. Donc là, ici, on part sur un sujet de transfert thermique appliqué à la gastronomie. On vous parle notamment d'un fromage qui s'appelle la tome fraîche, et c'est un fromage qui se garde au frais, hein, tout simplement, et puis qui derrière, en fait, doit être, avant d'être utilisé dans la truffade ou dans la ligo, doit être remis à température ambiante, et finalement, on va étudier un petit peu cette remise à température ambiante. Qu'est-ce qu'on vous donne comme information là-dessus? On vous donne la masse de la tome fraîche, on vous donne sa surface. Vous voyez, ça commence à sentir bon au niveau de la loi de Newton, hein, puisque surface de contact, rappelez-vous. On vous donne la capacité thermique de la tome fraîche. On vous rappelle ici le coefficient de transfert thermique conducto-convectif H en watts par Kelvin par mètre carré. On vous donne la température dans l'air de 19,2 degrés, et on vous dit que la température initiale de la tome fraîche quand elle est sortie du frigo, alors ça me paraît un peu chaud, bon bref, au début elle est à 9,2 degrés. Eh bien c'est parti, donc qu'est-ce qu'on nous dit de beau? On nous parle de la prise de température, on vous fait quelques petites simplifications, on vous dit que tous les transferts seront uniquement conducto-convectifs, hein, ce qui de nouveau est très bon signe pour l'application de la loi de Newton. On vous dit qu'on négligera les transferts thermiques au niveau de la face du bloc en contact avec la planche en bois, parce qu'effectivement le bloc de fromage est en contact d'une planche en bois, et si on part du principe qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec le bois. Voilà, on vous dit que, pour simplifier, la température partout dans l'atome, en fait, est finalement la température qui sera mesurée ici. Ce qui n'est évidemment pas le cas, vous vous doutez, un petit peu comme pour une cuisson d'une viande, par exemple. Vous cuisez d'abord la surface avant de cuire l'intérieur, donc l'élévation de la température se fait d'abord en surface avant d'être faite en intérieur. Là, on part du principe que l'évolution de la température se fait, c'est à partir du moment où elle se fait au centre, c'est qu'elle se fait de la même façon à l'extérieur, ce qui n'est donc pas le cas. L'extérieur va se réchauffer bien plus vite que le centre. Voilà. Ensuite, on vous donne une courbe très caractéristique que vous connaissez, j'espère, très bien, caractéristique d'une exponentielle qui va atteindre un sommet qui s'appelle une asymptote. D'ailleurs, sommet qui est à 19,2 grammes, vous voyez. Donc là, on n'y est pas tout à fait encore, mais on commence à se rendre compte de l'apparition de l'asymptote, hein, qui devrait arriver donc aux alentours des 19 degrés Celsius. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de beau? Indiqué sur un schéma de la situation, faisant apparaître les températures, dans quel sens s'opère le transfert thermique au travers du bloc de tome fraîche. Alors déjà, la réponse toute faite, hein, qu'il faut absolument connaître, c'est que les transferts thermiques ne se font toujours que de la source chaude vers la source froide. Rappelez-vous toujours d'un petit exemple qui marche très bien. Je prends un café chaud. Ce café, je le laisse dans l'air extérieur. Avez-vous déjà vu un café se réchauffer grâce à la température de l'air extérieur? Non. Par contre, vous avez toujours vu un café se refroidir à cause de la température extérieure de l'air. Donc si mon café sort à 70 degrés de la machine, que dehors il fait 25 degrés, c'est mon café qui va réchauffer l'air et donc jamais l'air qui va réchauffer mon café. Sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il est possible, par exemple, d'avoir une température de pièce qui va diminuer. Donc en fait, mon café refroidit la pièce. C'est un petit climatiseur sur pattes qui permet, lui, de se réchauffer et à la pièce de se refroidir. Donc c'est bien évidemment impossible. Et c'est, j'espère pour vous, d'ailleurs très clair là-dessus. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, évidemment. Bon, là, on nous demande de faire un petit schéma. On va faire ça tranquillement. Donc, j'ai ici la température qu'on va appeler θ1 peut-être, ou alors θT pour θtome, la température de l'atome. La température ici de l'air, hein, de la pièce. Ici, on est aux alentours de 19,2 degrés. Je crois que c'était pas à peu près égal, mais exactement égal. Ici, on est à 9,2
degrés Celsius. Donc il est évident que je vais avoir des transferts thermiques qui vont se faire donc de l'extérieur vers l'intérieur. Ici, je peux mettre transfert thermique. C'est-à-dire que je vais avoir globalement un réchauffement de ma atome et non pas un refroidissement. Voilà tout simplement comment ça va se passer. Bon, il n'y a pas de schéma tout fait là-dessus. L'essentiel, c'est de bien préciser qu'on voit sur un schéma que vous avez bien compris que ça allait du chaud vers le froid, tout simplement. Voilà, donc ça, comme d'habitude, une question qui ne vaut pas grand-chose, mais qui permet de se mettre en confiance. Qu'est-ce qu'on vous dit de beau ? En considérant uniquement les transferts conducto-convectifs, on admet que l'équation différentielle, vérifiée par la température du bloc de Tom Fresh, est de la forme suivante. Forme que vous connaissez normalement sans problème, avec ici, donc, dit autrement peut-être que vous l'avez davantage vu comme ça, dθ sur dt, qui était égal à, donc ça nous fait un hs, bon peu importe si je mets pas, de toute façon c'est h fois s, donc ça change rien, facteur de θr moins θ, ou dit autrement, lui parfois on l'appelle θ 0, voilà. Formule très classique que vous avez dû voir normalement, et bien simplement là c'est la formule qui a été développée, hein, rien de plus là-dessus. Alors on vous demande ni de la démontrer, ni de connaître la solution, puisque la solution vous la donne. Alors, normalement, effectivement, on peut vous demander quand même d'établir cette équation. Il faudrait savoir le faire, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est vraiment pas très difficile. Il suffit d'utiliser le premier principe, la loi phénoménologique de Newton, et c'est bon, c'est gagné, vous avez une démonstration de tout ça en 3 minutes à peine. Hein. Bon, là, c'est pas le cas, donc on se doute bien que dans l'exercice, il va falloir beaucoup utiliser les formules et beaucoup de faire de calculs, puisqu'il n'y a pas de démonstration à faire. Il faut savoir que quand vous avez une équation ici différentielle du premier ordre avec des coefficients constants, eh bien ça se traduit forcément par une réponse, par une solution qui est en exponentielle que vous avez ici. Alors qu'est-ce qu'on me demande de faire ? Vérifier à l'aide des équations 1 et 2, donc celle-là et celle-là, que tau égale mc sur hs, ils adorent cette question-là, que tau égale mc sur hs, ok super, et donner la signification physique et l'unité de cette grandeur. Ah oui, d'accord, ok. Taux, ils vous le mettent ici, donc il faut vérifier effectivement qu'on a une... Bon, c'est bon, il n'y a pas de grosse difficulté là-dessus. Alors, donc qu'est-ce qu'on voit ? Donc là, clairement, comme on vous demande une vérification, si vous trouvez une manière suffisamment rapide de répondre à cette question-là, n'hésitez pas à le faire, ce n'est pas une démonstration, c'est une vérification. Alors pour vérifier, généralement, le truc le plus simple à faire, c'est de prendre la formule qui est là et puis de l'insérer là-dedans, et comme ça je vérifie. C'est comme quand on vous dit par exemple vérifier que cette équation est exacte, et vous remplacez par, je sais pas, un chiffre par exemple, et vous voyez que ça marche, donc c'est bon, vous avez vérifié que ça marchait. Là c'est un petit peu le même principe, je vais me repartir, j'espère que je vais avoir assez de place, je vais repartir sur l'équation, donc je vais l'écrire, h fois s sur mc fois θ est égal à h fois s sur mc fois θ de l'air. Je vais remplacer dθ sur dt par, alors dθ sur dt c'est simplement la dérivée de θ par rapport au temps. Donc je vais prendre cette formule-là que je vais dériver par rapport au temps. Je vais le faire un petit peu de tête, comme ça va aller un peu plus vite. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Sauf que ici, θr, c'est une constante. Donc la dérivée d'une constante, c'est nul. Donc le seul truc que j'ai à dériver, c'est ça. Oui, mais la dérivée ici, c'est de la forme k, une constante multipliée par une exponentielle, puisque c'est de la forme k multipliée par une exponentielle, alors j'ai juste à dériver l'exponentielle, et le k je le mettrai devant. Pour la même raison que quand vous dérivez par exemple 3x, la dérivée c'est 3, il vous reste plus que le coefficient vous n'y avez pas touché finalement, vous le laissez. Et bien là c'est pareil. Donc dθ, je vais l'écrire ici, dθ sur dt, ça va être égal à θ0 moins θr, multiplié par moins 1 sur tau fois exponentielle de moins t sur tau. Parce que je vous rappelle que la dérivée d'une exponentielle, c'est une exponentielle également, et que exponentielle de u, quand vous le dérivez, ça vous fait u' exponentielle de u. Dit autrement, il me suffit de savoir dériver ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a dedans moins 1 sur tau fois t. Moins 1 sur tau fois t, c'est du même style que 3 fois x. Il y a le 3 qui sort tout simplement. Donc là, ça va me sortir moins 1 sur tau. Moins 1 sur tau que vous voyez ici. Maintenant que ça c'est fait, voilà ma dérivée, tout simplement. Ensuite, là le θ, il faut que je le remplace par la formule, et puis c'est tout. Et puis on va essayer de faire rentrer ça sur une ligne. Donc ça nous fait un θ0 moins θr, facteur de moins 1 sur tau, exponentielle de moins t sur tau, plus h fois s sur mc multiplié par θ. Donc θ, on a dit que c'était θr plus θ0 moins θr, ok, multiplié par exponentielle de moins t sur tau. Voilà. Et tout ça, je vais pas avoir la place finalement, ça doit être égal à
H fois S sur MC fois θR. Bon, alors un peu technique comme ça, mais vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce que je vais faire tout de suite? Vous voyez ici, j'ai H fois S sur MC fois θR. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi H fois S sur MC fois θR. La bonne idée à faire, là, ça va être quoi? Eh bien, ça va être de multiplier ça par ça pour voir que c'est la même chose que ce qu'il y a de l'autre côté et en fait, pouvoir l'éliminer. Ce qui fait qu'il me reste quoi? Ben, il va me rester ça plus ce truc-là fois ça égale 0. Bonne nouvelle. Donc ça c'est comme si je le développais, que je le passais de l'autre côté, donc ça moins ça, ben, ça fait 0, d'accord? Maintenant que ça c'est dit, alors qu'est-ce que j'ai de beau? Ben là c'est plutôt chouette parce que je reconnais des facteurs communs, je reconnais ça et je reconnais ça en facteurs communs, d'accord? Je vous le montre ici, ça et il est ici de nouveau. Donc je vais pouvoir peut-être factoriser par ça. Je factorise, mais en fait ça ne paraît pas grand-chose, je pourrais carrément l'enlever. Mais bon, faisons-le quand même tranquillement. Donc ça me fait un θ0 moins θr, facteur de exponentielle de moins t sur taux. Et donc tout ce truc-là, il est multiplié par moins 1 sur taux, plus hs sur mc, c'est tout. Et ça, c'est donc égal à 0, comme je vous l'ai dit. Puisque j'ai un produit qui est égal à 0, soit ça c'est égal à 0, soit ça c'est égal à 0. Deux possibilités. Évidemment, θ0 moins θr, a priori, alors ça peut arriver puisque θr va éventuellement... θ0, pardon. Alors d'ailleurs, c'est quoi? C'est θ0 c'est θr? Il l'appelle θ0. C'est un peu bizarre ça quand même de l'appeler comme ça. θ0, ça fait penser... Alors, ici θ0, c'est la température initiale de l'atome et θr, c'est la température de l'air ambiant. On se doute bien que si ça, c'est égal à ça, en fait, il n'y a pas de problème. Hein. C'est-à-dire que si l'atome, elle est déjà à la température de l'air, il ne se passe rien, il n'y a pas de transfert thermique. Hein. Donc, j'ai soit θ0 égale θr, ce qui ne m'intéresse pas des masses, soit j'ai ça qui est égal à 0, là, donc moins 1 sur taux plus h fois s sur mc qui est égal à 0. Résolvons ça. Donc je vais avoir, je vais le passer de l'autre côté directement, 1 sur taux égale h fois s sur mc. Donc je rappelle, pour que vous ayez bien compris, soit ça égale 0, soit ça égale 0. Je vais résoudre ça égale 0 puisque c'est la seule solution en fait finalement qui va m'intéresser. Et donc 1 sur taux égale h fois s sur mc, donc évidemment taux égale mc sur h fois s. Voilà. Et c'est évidemment ce qu'on me demandait de montrer, ici, MC sur H fois S. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est compliqué? Ça peut l'être un petit peu, c'est évident. Si vous ne savez pas bien faire une dérivée d'une exponentielle, ça peut être un peu complexe. Mais ça reste que ça, en fait. C'est qu'une compétence mathématique de base, c'est-à-dire dériver une fonction exponentielle. C'est tout. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vu, donc j'ai réinjecté là-dedans. Une fois que j'ai réinjecté, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui pouvaient se simplifier, des choses qui pouvaient se mettre en facteur. Ça me permet d'avoir un produit qui est égal à 0. Et on le sait, quand on a un produit qui est égal à 0, soit c'est l'un des deux membres qui doit être égal à 0. Et ça me permet de conclure. Voilà, terminé. Maintenant, la deuxième question, il y avait une deuxième, donner la signification physique et l'unité de cette grandeur. Alors taux, en fait, c'est quelque chose que vous avez déjà dû développer dans le cours, ça va de soi. Taux, c'est ce qu'on appelle le temps caractéristique. Alors qu'est-ce que c'est que ce temps caractéristique? C'est le temps caractéristique nécessaire, là en l'occurrence dans notre problème, c'est le temps caractéristique nécessaire pour réchauffer l'atome. En fait, si vous voulez, pour faire simple, c'est à peu près, alors attention, je dis c'est pas tout à fait ça, mais on considère que quand on fait plusieurs fois ce temps-là, on a le temps nécessaire pour avoir réchauffé complètement l'atome. Eh bien, ce temps caractéristique dépend du milieu extérieur, dépend des conditions initiales et dépend bien sûr de la matière elle-même. C'est ce que vous voyez d'ailleurs notifié par la formule ici. Ça dépend de la masse, de la capacité thermique, du coefficient convectif et de la surface d'échange. Eh bien, ce temps caractéristique, c'est le temps, c'est l'ordre de temps nécessaire pour que la température du système passe de sa température initiale à la température finale. Ok ? Je dis bien l'ordre du temps, d'accord? C'est pas le temps nécessaire, c'est plusieurs fois ce temps-là qui va être nécessaire. Il faut bien comprendre ça. Mais si vous trouvez par exemple un taux qui est égal à 12 minutes, vous allez vous douter qu'en 2, 3 ou 4 fois 12 minutes, vous aurez atteint la température finale de votre système. Donc c'est un ordre de grandeur du temps nécessaire pour atteindre cette température finale. Alors il me faut cette signification, bon c'est un temps, d'accord, comme je vous l'ai dit. Alors l'unité, c'est très facile. Je vous déconseille... Si on va devoir le faire quand même comme ça, parce que c'est visiblement pensé comme ceci, mais vous voyez ici, vous avez un exponentiel de moins t sur taux. Une exponentielle ne doit pas contenir de grandeurs qui dépendent de l'unité. Si vous imaginez un petit peu sinon, ça voudrait dire que si vous changez les unités, ça vous change l'exponentielle, et donc ça vous change complètement votre calcul. C'est pas du tout le but, d'accord? Donc là, il me faudrait quelque chose d'adimensionné, c'est-à-dire qui n'a pas de dimension. Ici, j'ai un temps, donc forcément, par quoi je vais le diviser pour ne pas avoir de dimension? Je vais le diviser par un temps. Nécessairement, t et taux ont la même unité, de façon à ce que l'exponentielle
n'ai pas d'unité. Ça, c'est une première réflexion, une première remarque qui marche. Il se peut que vous n'ayez pas tous les points si vous faites ça, même si normalement, je pense qu'on devrait vous les donner. Sinon, il faut juste leur démontrer. Hein. Donc, vous savez que taux est égal à M fois C sur H fois S. Et là, vous ne cherchez pas midi à 14h. Hein. Vous allez dans vos données, hop, on remonte ici. Et voilà, alors, il y a des unités qui vont de soi, c'est évident, mais j'ai des kilogrammes. Oula, j'ai des kilogrammes. J'ai la capacité thermique qui est en joules par kilogramme par Kelvin. Je divise ça par H qui est en watts par Kelvin par mètre carré. Et j'ai ma surface qui est en mètre carré. Allez, je simplifie tout de suite ce que je peux. Tac, tac. Ensuite, mètre moins 2 avec mètre carré. Qu'est-ce qui me reste donc? Il me reste des joules. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Kelvin moins 1 ici, Kelvin moins 1 ici. Ça se simplifie. Donc, il me reste des joules sur des watts. Oui, mais des watts, qu'est-ce que c'est? C'est une puissance. Et une puissance, c'est quoi? C'est des joules par seconde. Donc ça veut dire que là, j'ai aussi des joules sur des joules seconde moins 1. Parce que des watts, ce sont des joules par seconde. Joule, joule, qu'est-ce qui reste? 1 sur seconde moins 1. Oui, mais 1 sur seconde moins 1, c'est quoi? C'est des secondes. Et voilà, vous venez de remontrer que taux, le temps caractéristique, c'était des secondes. Donc ça, c'est la façon un petit peu longue de le montrer. C'est bien de le savoir le faire, hein, bien sûr, ça va de soi. Et de toute façon, si vous savez le faire une fois, vous savez le faire tout le temps. Parce que ça ne peut pas changer. Puisque taux, c'est toujours MC sur H fois S. Voilà pour ça, rien de plus là-dessus. Alors, c'est des questions un peu techniques, hein, mais évidemment, je vous rappelle, comme on n'avait pas à démontrer l'équation différentielle, ça allait forcément se traduire par une plus grande difficulté mathématique. Vous voyez, parfois, vous vous dites... ah, c'est chouette, j'ai pas besoin de le démontrer. Ça veut dire, si vous avez moins besoin de connaissances de cours, qu'il faudra plus de compétences de mathématiques. Ça va de soi. Alors ensuite, on vient de faire la 2, la 3 à l'aide de la figure 2. Estimer en explicitant la méthode une valeur expérimentale de taux notée taux exp. Alors justement, ça va me permettre d'être un peu plus précis sur ce que j'appelle l'ordre de grandeur du temps caractéristique. Vous allez voir pourquoi. Alors, la première chose que je vous propose de faire, c'est de reprendre notre formule de θ et en même temps d'avoir le graphique, ce serait bien. Voilà, c'est pas mal. Donc, je sais quoi? Je sais que θ de t, c'est égal à θ de l'air plus θ0 moins θ de l'air fois exponentielle de moins t sur taux. Alors là, il y a un truc intéressant. Je pourrais m'intéresser donc à la dérivée. Alors, vous allez vous demander dans un premier temps pourquoi je fais ça, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Si je calcule dθ sur dt, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, donc je le fais assez vite, ça fait θ0 moins θr, je vais mettre devant le moins 1 sur taux cette fois-ci, hop, exponentielle de moins t sur taux. Maintenant, à quoi je peux m'intéresser? Je peux m'intéresser à la valeur de cette dérivée en 0. La valeur de cette dérivée quand t égale 0, c'est en fait finalement, donc là je suis en train de m'intéresser à la variation de température dans le temps, hein, mais cette variation de la température, je peux regarder ce qu'elle vaut en 0. C'est-à-dire, initialement, je mets ma tome, tac, sur la planche, qu'est-ce que vaut la variation de ma température en 0? Eh bien, regardons, j'ai juste à remplacer les t par des 0 et regarder ce que ça fait. Alors, où est-ce que j'ai un t? Là, j'en ai pas, et là, j'en ai un. Quand je remplace t par 0, ça fait exponentielle de 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, il me reste moins 1 sur taux, facteur de θ0, moins θ de l'air. Alors là, ça devient très intéressant. En fait... Dit autrement, parce que regardez, θ0 je connais, c'est la température initiale de mon bloc de tomes. θr je connais, c'est la température finale, oui, mais c'est la température de l'air extérieur. On connaît aussi, c'est 19 degrés. Finalement, la seule chose que je ne connais pas, c'est taux. Ah oui, mais je ne connais pas non plus dθ sur dt en 0. Eh bien ça, si vous voulez, je vous l'écris autrement. Ça, c'est une dérivée, donc c'est comme si je vous écrivais f' de a. Ok, bon, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que rappelez-vous, l'équation d'une tangente, c'est quoi? La tangente au point A, c'est f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Alors, en fait, je ne vais pas m'intéresser à grand-chose. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est, vous voyez, ici, là, j'ai le coefficient directeur de la droite. Parce qu'en fait, une tangente, c'est une droite. Et qu'est-ce qui fait le coefficient directeur de la droite? C'est la partie AX. Hein, c'est le A, la pente. Donc, dans la droite AX plus B, ça, c'est mon B, si vous voulez. Avec ça aussi, c'est mon B aussi. Et donc, mon AX, il est là, mon A. Donc ça, c'est ma pente. La pente d'une tangente, c'est la dérivée de la fonction au point que j'étudie. Et bien là, regardez, en fait, si je m'intéresse à la pente de la tangente en 0, que je peux connaître graphiquement, si je connais la pente de la tangente en 0, je peux en déterminer quoi? Je peux déterminer taux. C'est ça qu'on va faire maintenant. Alors, le seul problème, c'est que je vais avoir un petit peu de mal à vous le faire là en construction. Bon, tant pis, on va le faire un petit peu comme on peut. Alors, donc là, je me mets ici. À t égale 0, donc je suis ici, je fais ma petite tangente, donc vous feriez comme ça. Hein.
vous faites votre petite tangente là, pac, tac, comme ça, terminé. Et puis une fois que vous avez fait votre petite tangente, eh bien ce que vous faites tout simplement, c'est que vous faites votre coefficient directeur YB moins YA sur XB moins XA. Vous pouvez faire comme ça, c'est une méthode graphique, d'accord? Et c'est visiblement ce qu'on attend de vous, je pense, parce que la question c'est montrer à l'aide de la figure 2, voilà, estimer en explicitant la méthode d'une valeur expérimentale. Voilà, on peut faire comme ça, hein, visiblement, il n'y a pas de problème, on calcule la tangente, enfin on trace la tangente et puis vous en déduisez un petit peu... vous déterminez le coefficient directeur et vous allez en déterminer θ. Donc ça, ce serait la méthode pour la personne qui n'a pas vraiment retravaillé cette partie-là du cours. Et franchement, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas vous embêter avec ça. Alors, mais sinon, quand même, il y a une méthode un peu plus rapide. Alors là, je vais avoir beaucoup de mal à vous la faire, malheureusement. Mais on va essayer de le déterminer comme on peut. C'est en fait d'aller tracer votre tangente. Donc c'est toujours le même principe, hein, bien sûr. Hein. Je trace ma tangente à l'origine et je vais la faire aller, hop, jusqu'à mon asymptote. Tac. L'asymptote, on le sait tous, ça va être finalement la partie ici en θr, puisque c'est cette température vers laquelle je vais tendre. Eh bien, le croisement de la tangente, le croisement de ma tangente avec mon asymptote me donne une valeur ici en x qui est globalement la valeur du temps caractéristique tau, qui est environ, du coup, c'était 8000 secondes là dans l'histoire. Donc là, je peux vous dire que tau est à peu près égal à 8000 secondes. Avec la technique du croisement avec la tangente. Alors, comment se fait-il que la tangente, quand elle croise l'asymptote, me donne bien la valeur de tau? Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, c'est exactement la technique de la méthode 1 que je vous ai présentée. Et je vais vous montrer un petit peu d'où ça sort, très rapidement quand même. Je vais juste refaire, parce que là, c'est pas facile, je vais juste refaire une miniature de ce graphique-là. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Voilà, et en fait, donc là j'ai mon asymptote, et ma tangente elle va être comme ça, à peu près, hein, d'accord? Eh bien ce point-là va me donner la valeur de tau. Alors pourquoi? Je vous montre un petit peu. Donc pour déterminer, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit ce serait bien d'avoir finalement la valeur de la dérivée en 0, mais la valeur de la dérivée en 0 n'est rien d'autre en fait que la pente de la tangente en 0 justement. Donc si je connais cette pente-là, eh bien, j'ai cette valeur. Comment je fais pour déterminer la pente? Je vais aller chercher YB moins, donc là ici j'ai YB, moins YA sur XB moins XA. Vous connaissez le principe de toute façon. Donc si je veux déterminer la pente de cette tangente, alors c'est quoi mon Y ici? Mon Y c'est θ de l'air, hein. C'est mon asymptote horizontale, elle arrive ici en Y qui vaut θr. Donc c'est θr moins, la température initiale c'était θ0, divisé par XB moins XA. Alors pour l'instant on va l'appeler XB, on va laisser comme ça pour l'instant. On ne sait pas encore que c'est tau, justement, on va le chercher. XB moins XA, alors par contre XA je le connais très bien, puisque XA c'est 0. En fait, j'ai pas besoin de le faire, puisque c'est en 0. Donc la pente de ma tangente se calcule de cette façon-là. Oui, mais, donc ma pente de tangente, je rappelle, c'est la valeur de la dérivée en A, donc en 0, et ça, on l'avait calculé théoriquement, c'est égal à moins 1 sur tau fois θ0 moins θr. Génial! Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que A, qui est la pente, est en fait égal à moins 1 sur tau, facteur de θ0 moins θr. Ça, c'est égal à A, qui est égal à θr moins θ0. Ok. θ0, θr moins θ0, c'est la même chose en fait finalement là, au signe près. Bon allez, changeons ce signe. Plus, moins, plus. Je peux maintenant barrer ça comme je veux. Qu'est-ce que je me retrouve donc à avoir? Je me retrouve donc avec 1 sur tau égale 1 sur xb. Ça veut dire que tau est égal à xb. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps caractéristique ici, si je veux le mesurer, j'ai juste à regarder la valeur de xb. Oui, mais xb c'est quoi? Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Hein, hop, ici, j'ai ma droite, ma courbe comme ça, j'ai mon asymptote, je trace ma tangente. Comment j'ai fait pour trouver ma pente? J'ai fait YB moins YA sur XB moins XA. Je viens de vous dire que XB, on vient de le démontrer, c'est tau. Donc regardez le croisement de cette tangente avec l'asymptote pour en déduire ici les coordonnées, ça vous donnera tau. Donc si vous ne l'aviez pas en tête, c'est pas grave, vous allez le retrouver de toute façon, hein. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous l'avez en tête, c'est encore mieux. Vous faites votre petit croisement ici et vous savez tout de suite que vous mesurez à 8000 secondes votre temps caractéristique. Donc ça veut dire quoi? Eh bien le temps caractéristique pour avoir un réchauffement de ma tome, c'est 8000 secondes. Okay, ça ne veut pas dire qu'il faut 8000 secondes, ça veut dire que c'est l'ordre de grandeur du temps qui sera nécessaire pour réchauffer ma tome. Alors une fois que ça c'est fait,
Je pense qu'on a fait quasiment le plus dur, hein. Enfin, ou alors peut-être qu'on en a trop fait. La représentation graphique de y égale ln de θr moins θt en fonction du temps est donnée sur la figure 3, page suivante. Ok, on va regarder ça après. Ainsi que sa modélisation par une fonction affine. D'accord. Montrer à l'aide de la figure 3 que l'expression 2 rend bien compte des résultats expérimentaux. Alors, l'expression 2, remettons ça un petit peu en place. L'expression 2, c'était ce truc-là. Alors oui, on comprend bien, si je calcule le logarithme de ce truc-là, l'exponentiel, rappelez-vous, quand vous me composez par un logarithme, l'exponentiel, ça détruit l'exponentiel. Donc il va me rester en fait quelque chose sous la forme qui va être proportionnel à t. Donc je vais avoir une droite. Ok, finalement c'est carrément logique. Est-ce que c'est ce qu'on voit? Ah oui, c'est ce qu'on voit. Alors, vérifions-le rapidement, hein. Ça je peux effacer. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Nous on a dit, je reprends vite fait la formule, hop, on a dit que θ de t c'était égal à θr plus θ0 moins θr exponentielle de moins t sur tau. Ok, on me propose de faire y égale ln de θr moins θ de t. Alors oui, par contre, moi j'ai pas ça. Faisons-le apparaître. θ de t, le θr je le passe de l'autre côté, moins θr, c'est égal à θ0 moins θr facteur de exponentielle moins t sur tau. Ok. Ah oui, mais c'est pas θ de t moins θr que je veux, moi, c'est θr moins θt. Bon, bah pourquoi pas. Ça veut juste dire que là, je vais faire moins, je vais faire plus. Donc je change le signe aussi ici. Ça va donc faire plus, ça va faire moins. Bon, pourquoi pas. Je passe au logarithme ici, donc ça fait ln de θr moins θ de t. Et donc, je vais passer au logarithme de l'autre côté, ça fait ln de θ de r moins θ0, hop, parenthèse, exponentielle moins t sur tau. Ok. Parenthèse. Oui, mais le logarithme d'un produit, ln de a fois b, ben c'est ln de a plus ln de b. Donc ça va me faire ln de θr moins θ0 plus ln de exponentielle de moins t sur t, qui est égal donc à moins t sur tau, tout simplement. Bon, bah là, c'est plutôt génial. Pourquoi? Bah en fait, finalement, je reconnais quoi? Bah ça, θr moins θ0, c'est une constante. Ln d'une constante, c'est bien sûr, encore une fois, une constante que je peux éventuellement appeler b. 1 sur tau, qu'est-ce que ce sera? Ben 1 sur tau, alors moins 1 sur tau du coup. Moins 1 sur tau, si vous voulez, je peux l'appeler A. Et puis ben, mon t, c'est mon x en fait. Ben, je reconnais quoi en fait? Je reconnais une équation de droite affine, tout simplement. Alors, on s'en doutait un petit peu. Est-ce que ça marche? Bah oui, ça marche. Hein. Vous voyez, le modèle, il marche plutôt bien. On me donne ici le coefficient devant le t. Bah tiens, c'était quoi ce coefficient? Bah c'est 1 sur tau, justement, en fait. C'est moins 1 sur tau. Ah oui, c'est pour ça qu'il est négatif. Donc 1 sur tau, ça vaut ce truc-là. Alors je vous fais un pari que c'est bien sûr ce qu'on va nous demander maintenant. Alors regardons quand même pour être sûr. Effectuer à l'aide de la figure 3 une nouvelle estimation de la valeur expérimentale de tau. Et ben c'est parti. Qu'est-ce qu'on vient de dire et qu'est-ce qu'on vient de prouver là? Eh ben on vient de prouver que moins 1 sur tau, c'était égal à cette fameuse pente A. Et cette pente, j'ai déjà oublié, cette pente c'est moins 1,485 fois 10 puissance moins 4. Bon bah c'est gagné, hein. Qu'est-ce que j'ai juste à faire maintenant? Eh bien, tau est donc égal à 1 sur 1,485 fois 10 puissance moins 4. Et voilà, c'est tout. J'ai 6,7 fois 10 puissance 3 secondes. Ça veut dire 6700 secondes. Alors par rapport aux 8000 secondes que j'avais trouvé tout à l'heure, qu'on soit bien d'accord, hein, c'était à peu près ce que vous auriez dû déjà trouver de base. Et il faut bien comprendre quelque chose, la valeur trouvée avec ce calcul-là est bien plus précise que la valeur qu'on avait trouvée avant. Et je vais vous expliquer pourquoi. La valeur qui est ici, donc la pente de la droite, vous avez vu, elle est trouvée grâce à un ensemble de points très important. Alors que ce qu'on a fait tout à l'heure, finalement, c'est tracer une tangente finalement un petit peu à la louche. Cette tangente, il suffit que vous l'ayez un tout petit peu mal faite, et donc vous vous retrouvez avec quoi? Avec une mesure qui est complètement incohérente, enfin pas incohérente, mais complètement à côté de la plaque. Et ce que j'ai fait hein, finalement d'ailleurs qu'on soit bien d'accord. Donc comme j'ai tapé un petit peu finalement trop loin, j'aurais dû faire une pente peut-être un peu plus grande et donc j'aurais trouvé quelque chose comme voilà 7000 secondes ou quelque chose comme ça. Donc il faut bien comprendre que la précédente méthode est moins précise que celle-ci. Ici vous avez ce qu'on appelle une régression linéaire. C'est un petit peu ce que vous faites déjà en cours quand vous faites la diffraction ou même les interférences. On fait d'abord ce qu'on appelle une droite d'étalonnage et c'est grâce à cette droite d'étalonnage qu'on en déduit après quelque chose sur ce que nous on veut déterminer dans notre problème. Mais d'abord, on fait une droite d'étalonnage. On ne fait jamais qu'une seule mesure pour ensuite avoir derrière pour en déduire, je sais pas, là ici taux, mais sinon pour la largeur de la fente ou la distance entre deux obstacles. D'accord? Donc il faut bien comprendre ça. Et si ça vous l'avez compris, déjà vous comprenez que c'est juste une question
la droite d'étalonnage, ça va juste être une question, ou la régression linéaire ici, de précision. C'est tout. Donc bref, 6700 secondes. Alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on a de beau? Effectuer à l'aide de nouvelles... Ça c'est bon. À partir des données de l'expression taux égale MC sur H fois S et des valeurs expérimentales, discuter des hypothèses du modèle choisi. Eh bien, globalement, on est quand même pas mal. Pourquoi on est pas mal? Alors déjà, on voit qu'on est pas mal, notamment, ne serait-ce que grâce à cette modélisation qui est là. Je rappelle, cette modélisation, c'est une modélisation en logarithme. Logarithme de quoi? Logarithme d'une formule qu'on a trouvée de façon parfaitement, non pas expérimentale, cette fois-ci, mais de façon parfaitement théorique. Je rappelle donc que la théorie, c'était, je suppose, voilà, qu'il n'y a pas trop de variations autres que du conducteur convectif, donc on pouvait appliquer, j'ai en plus ici un système qui est solide, donc il est indéformable. Je me retrouve dans la situation où je peux modéliser tout ce problème-là par θ égale ce qui est marqué ici avec une exponentielle. En passant au logarithme, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'en fait, on a un modèle qui est plutôt assez bon. Alors, comment je vois qu'on est assez bon? Ça aurait été bien de faire des petits calculs d'incertitude pour savoir si on est dans les bornes de l'incertitude. Mais bref, sur les valeurs courtes de temps, on voit qu'on est carrément dans les clous. Sur les valeurs un petit peu plus grandes, on voit qu'on est tantôt au-dessus, tantôt en dessous, mais comme ce qu'on voit là, c'est qu'on est quasiment autant au-dessus qu'en dessous, en moyenne, on est plutôt bon. Donc, notre modèle est plutôt très adapté pour la situation actuelle. Pourtant, c'était mal parti. On était parti sur quoi? On est parti sur le principe que l'ensemble de l'atome était tout le temps à la même température, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Et on était parti sur autre chose, sur le fait qu'on supposait qu'il n'y avait pas de transfert thermique sur la partie en contact avec la planche, ce qui n'est pas vrai non plus. Donc on est sur deux grosses hypothèses, et bien finalement, vous voyez, on est quand même pas si mal que ça finalement. Donc notre modélisation étant basée sur un calcul théorique, sur une formule théorique, et cette modélisation étant plutôt correcte vis-à-vis des valeurs expérimentales que nous trouvons, nous en déduisons que notre modèle et les hypothèses faites sont plutôt en cohérence avec l'expérience. C'est plutôt une très bonne nouvelle, d'accord? Voilà pour ça. Ensuite, question 7. Proposer une méthode permettant à un cuisinier de réduire la durée de la remontée en température. Bah oui, c'est vrai que mine de rien, 7000 secondes pour commencer à voir un réchauffement se faire, ça fait quand même long, 7000 secondes, qu'on se remette un petit peu le point, c'est quasiment 2 heures. Oui, mais vous avez vu la taille du bloc au début qu'on avait pris? Alors comment on peut faire pour réduire un petit peu ça? C'est très facile. En fait, il suffit simplement de repartir sur quelque chose que vous connaissez, c'est-à-dire la formule MC sur H fois S. Et regardez un petit peu ce que vous êtes capable, vous, de modifier comme paramètre. Alors, suis-je capable de modifier la masse de ma tome? Eh bien, en soi, en quelque sorte, oui. C'est-à-dire qu'il va falloir certes toute cette masse de tomes, mais peut-être que ce que je peux faire, c'est pas forcément changer la masse parce que, a priori, je vais quand même vouloir la même quantité de tomes dans tous les cas. Je ne peux pas changer la conductivité thermique puisque cette conductivité thermique dépend du matériau et il est bien hors de question de changer la tome d'une tome à autre chose, et puis de toute façon le fromage de façon générale est fait avec du lait, donc avec de l'eau, et donc en fait la conductivité thermique elle est pas loin de celle de l'eau. Donc à moins d'avoir un fromage dans une autre matière complètement, ce serait bizarre. Le H, le coefficient conducto-convectif, celui-là on peut le changer éventuellement. Il s'agirait de faire quoi par exemple? Eh ben on pourrait utiliser une chambre chaude, alors une étuve, voilà par exemple, quelque chose qui va être un petit peu plus chaud que 19 degrés, et comme ça la montée en température se fera un petit peu plus rapidement. En fait on le voit, plus je vais augmenter H, plus je vais avoir une tome avec un temps de réchauffement qui sera plus faible. Donc il suffira par exemple de mettre une ventilation un petit peu chaude, donc dans un four à 40-45 degrés en chaleur tournante, pas trop chaud, le but c'est pas d'avoir du fromage fondu dès le début, mais ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui reprend une température plus rapidement. Attention quand même dans ce cas-là, parce que là il y a de grandes chances que cette fois-ci, l'hypothèse de travail qui était que la température est uniforme de la surface jusqu'au cœur ne soit plus bonne du tout, puisque là j'aurai une grande différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. C'est le début d'une cuisson, si vous voulez. Bon, à 40 degrés on fait pas grand-chose, mais vous avez compris le principe. Sinon, l'autre possibilité qui me paraît peut-être la plus maligne, c'est de changer S. Plutôt que d'avoir un espèce de gros bloc comme ça, un gros pavé de fromage, eh ben, l'idée c'est que vous le copiez en petits... Oh là, je fais très mal mes sections. Que vous le coupiez en petits morceaux, comme ceci, évidemment que vous séparez.
La masse totale sera toujours la même, mais cette fois-ci, vous allez augmenter drastiquement la surface de contact avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir seulement cette partie-là et cette partie-là, et là aussi en contact avec l'air, eh bien, je peux aussi avoir plusieurs dessous qui seront aussi en contact avec l'air. Donc en augmentant la surface de contact, je vais augmenter la vitesse de réchauffement, tout simplement. Donc voilà pour cette question 7. Et c'est terminé. Voilà, donc vous voyez finalement un sujet qui est pas très compliqué, un petit peu calculatoire quand même, on va pas se mentir. Ça demande une bonne maîtrise de la dérivation de fonctions et savoir ce qu'on fait quand même quand on injecte des expressions dans d'autres expressions. Mais si ça pour vous c'est ok, vous avez vu, il n'y a pas grand chose de plus. Il faut connaître le principe de la tangente, ça c'est sûr, mais ça c'est quelque chose qui est vu en cours normalement, donc ça pose pas de problème. Éventuellement, la partie, vous voyez, vous êtes capable d'oublier quelque chose, hein, vous pouvez oublier que tiens, quand je suis au croisement avec l'asymptote, en fait je peux lire directement la valeur du temps caractéristique, c'est pas grave, vous faites votre tangente et vous faites de façon naïve votre calcul de pente et vous en déduirez tôt, comme je l'ai fait moi en vous le démontrant, vous le redémontrez, c'est simplement ça. C'est-à-dire que moins vous aurez de connaissances, plus vous serez obligé de démontrer. Alors évidemment, rappelez-vous, là je ne sais pas combien de temps ça fait encore une fois, mais si je suis au-delà de la demi-heure pour ce genre d'exercice-là, attention, ça veut dire que les suites risquent de me poser problème au niveau du temps. Donc plus vous connaîtrez de choses, mieux ce sera parce que vous pourrez aller plus vite et donc passer moins de temps là-dessus et donc plus de temps sur autre chose. Et moins vous connaîtrez, plus vous serez obligé de passer du temps pour redémontrer les concepts. Donc ça, c'est votre choix. Évidemment, le choix, je pense qu'il est quand même vite vu. Il vaudrait mieux connaître certaines choses, ça va de soi. Mais quand c'est des choses comme ça, qui peuvent être parfois un peu simples, peut-être que ça vaudrait le coup de les redémontrer de cette façon-là. En plus, ça vous remet un petit peu dans le bain plutôt que d'apprendre des choses par cœur que vous ne comprenez pas bien. Voilà. Bon, si ça c'est bon pour vous, tant mieux. On vient donc de traiter, là, avec la mécanique, j'avais traité un exercice de mécanique et non pas un sujet de bac, mais bon, c'est le même principe. Exercice de mécanique, exercice d'interférence, exercice de thermodynamique. Voilà, pour la partie SI, on est quasiment bon. Là, j'avais fait aussi des exercices sur le son. Il n'y a plus grand-chose à faire maintenant, c'est une bonne nouvelle. Si vous maîtrisez déjà ce que je viens de faire là, et puis éventuellement entraînez-vous encore sur d'autres, eh bien, dans ce cas-là, on est bon pour le bac et je vous souhaite un bon courage.